Bonjour, chers amis auditeurs et auditrices. C'est Hervé Choseville à l'antenne pour notre rendez-vous hebdomadaire Panorama Info. Le président Emmanuel Macron est rentré dimanche matin d'une tournée africaine express, entamée mercredi soir, une tournée qui l'aura amené dans 4 pays différents, le Gabon, l'Angola, le Congo-Brazzaville et enfin la République démocratique du Congo, le tout en 3 jours et demi seulement. Quelques jours avant d'effectuer cette visite, les grands médias français s'étaient largement fait écho d'un discours présidentiel prononcé à Paris sur le thème de la politique africaine de la France. Dans cette allocution, le chef de l'État français avait affirmé sa volonté de tourner définitivement la page sur la France-Afrique et d'établir de nouveaux partenariats avec les pays d'Afrique. Malheureusement, ces mêmes grands médias n'ont accordé qu'une couverture minimale au voyage lui-même. S'ils l'avaient fait, les téléspectateurs auraient réalisé 2 choses. La première, c'est que la France-Afrique, si l'on en juge par le choix des pays visités et par le ton utilisé, n'est pas vraiment morte. La seconde, c'est que cette visite ne s'est pas déroulée au mieux et que la politique africaine de la France a été vivement contestée, en particulier durant la dernière étape à Kinshasa. Cette visite avait pour but essentiel de faire oublier les déboires subis par la France en Afrique de l'Ouest, en particulier au Mali et au Burkina Faso, où des régimes militaires issus de coups d'État l'ont contrainte à retirer rapidement ses troupes, tout en nouant des partenariats avec la Russie et en accueillant sur leur sol le groupe Wagner de sinistre réputation. Même en Afrique centrale, l'influence de la France est mise à mal, comme en République centrafricaine, où, là aussi, les hommes de Wagner ont remplacé les militaires français tout en s'appropriant des mines de diamants. Dans tous ces pays, on a pu voir des images de manifestants en liesse, brandissant des drapeaux russes tout neufs et brûlant parfois des drapeaux français. De telles images peuvent être légitimement ressenties comme l'expression d'un échec cuisant pour la politique africaine d'Emmanuel Macron, et même comme une humiliation, surtout lorsque l'on pense à ces dizaines de soldats français tués au Mali alors qu'ils combattaient les terroristes djihadistes. Pourquoi sont-ils morts, tous ces soldats? Certainement pas pour en arriver à un résultat aussi calamiteux. La volonté affichée était donc de mettre fin à la France-Afrique. Mais qu'est-ce que c'est, la France-Afrique? Rappelons tout d'abord que ce terme n'a pas été inventé par les autorités françaises, mais par un auteur de pamphlets qui, dans les années 80 et 90, mettait en cause la politique africaine de la France, parfois de manière mensongère, voire calomnieuse, comme cela a été le cas au sujet du Rwanda. Il est donc curieux d'entendre l'actuel occupant de l'Élysée reprendre à son compte un tel terme pour qualifier la politique de ses prédécesseurs. Loin de moi l'idée de défendre cette politique africaine mise en place avec les indépendances dans les années 60. Cette politique fut incarnée par un homme, Jacques Foccart, éminence grise du général de Gaulle, pour ce qui était des pays des anciennes Afrique occidentale et Afrique équatoriale française, AOF et AEF. C'est cette politique paternaliste qui consolida le pouvoir de chefs d'État issus du sérail politique des années 50, tels que Léopold Sédar Senghor, Félix Houphouët-Boigny ou Léon Mba. C'est aussi cette politique qui mena à l'orchestration en sous-main de coups d'État militaires, comme par exemple au Togo, lorsque fut assassiné le président légitime, Sylvanus Olympio, soupçonné de vouloir prendre ses distances avec les intérêts français pour se rapprocher des États-Unis, du Royaume-Uni, voire même de la Chine de Mao. Le chef des militaires putschistes bénéficia ensuite du soutien de tous les gouvernements français qui se sont succédés à Paris jusqu'à sa mort naturelle 32 années plus tard. De nos jours, c'est le fils de ce militaire putschiste qui est au pouvoir au Togo après avoir succédé à son père. Toujours dans le cadre de cette politique, une intervention militaire eut lieu au Gabon en 1964
afin de remettre au pouvoir le président Léomba, qui venait d'être renversé par des militaires putschistes. Ce président avait toujours protégé et favorisé les gros intérêts forestiers français, et c'est certainement à la demande de ces forestiers français que Foccart fit en sorte que l'armée française remette Mba dans son fauteuil présidentiel. Lorsque Léomba mourut en 1967, son vice-président, Albert Bernard Bongo, le remplaça à la tête du Gabon. Entre-temps, du pétrole avait été découvert au large du pays, ce qui rendit les intérêts français dans ce pays encore plus cruciaux. Elf y développa ses lucratives activités. Bongo est resté au pouvoir jusqu'à sa mort. En 2009, son fils, Ali Bongo, lui succéda et il est toujours au pouvoir aujourd'hui. La dynastie des Bongo dirige donc ce pays peu peuplé, mais riche en pétrole et en bois précieux, depuis 56 années. Et c'est donc Ali Bongo qui a accueilli Emmanuel Macron à Libreville. Cette politique interventionniste de la France se poursuivit bien après la démission de De Gaulle. On pourrait citer le soutien apporté à par Valéry Giscard d'Estaing au maréchal Mobutu au Congo-Zaïre, qui fut illustré par 2 interventions militaires successives pour venir en aide à son régime menacé par une rébellion soutenue par l'Angola marxiste et donc par Moscou. C'est ainsi que par 2 fois, la Légion sauta sur Kolwezi. C'était la guerre froide, me dira-t-on, et il fallait bien défendre un pays allié de l'Occident, menacé par la subversion communiste. Mais Valéry Giscard d'Estaing entretenait des relations étroites, trop étroites, avec Mobutu, chef autocratique et kleptocratique d'un régime corrompu qui, à l'origine, avait dû son pouvoir à la CIA et aux grandes compagnies minières belges. Giscard, grand amateur de chasse au grand fauve, est même allé à la chasse dans le Zaïre de l'époque, comme il avait déjà l'habitude de le faire dans le pays voisin, la République centrafricaine. Là aussi, il noua des relations par trop amicales avec le potentat local, Jean Bédel Bokassa, arrivé au pouvoir par un coup d'État militaire en 1966. Giscard pouvait assouvir sa passion pour la chasse au pays de Bokassa, le tout sur fond de rocambolesque histoire de diamants. Lorsque les excentricités de son ami, devenu empereur, commencèrent à devenir trop gênantes, c'est sans état d'âme que Giscard envoya l'armée française à Bangui pour le renverser. Au Congo-Brazzaville, autre pays riche en pétrole, en 1992, un président fut élu lors des premières élections multipartites, marquant ainsi le retour de la démocratie dans ce pays après des années de régime marxiste-léniniste à parti unique. Mais par la suite, le nouveau président, Pascal Lissouba, aurait menacé les intérêts d'Elf en signant des contrats avec une grande compagnie pétrolière états-unienne. Cela aurait amené la grande compagnie pétrolière française à soutenir l'ancien dictateur Sassou Nguesso, ce qui lui permit à ce dictateur, en 1997, de reprendre par les armes le pouvoir qu'il avait perdu par les urnes, au prix d'une terrible guerre civile qui fit des dizaines de milliers de morts et causa d'immenses destructions. Depuis, Sassou Nguesso n'a plus quitté le pouvoir, et c'est donc cet homme qui a accueilli Emmanuel Macron lors de son passage à Brazzaville. Ce président français avait 2 ans lorsque Sassou Nguesso arriva au pouvoir pour la première fois, et il en avait 20 lors de son retour au pouvoir. Tant Sassou Nguesso que Bongo père et fils symbolisent toutes les dérives de ce qui allait être appelé la France-Afrique. L'argent versé par Elf au Gabon a même permis à Bongo père de s'immiscer dans la vie politique française en finançant différents partis politiques français. Le choix du Gabon et du Congo-Brazzaville comme étape de la visite présidentielle n'était donc pas des plus judicieux
si vraiment Macron avait la volonté de montrer à l'Afrique et au monde que la politique française sur le continent avait changé. Mais le pire a sans doute été atteint lors de la dernière étape, celle de Kinshasa. Notons au passage que c'est en avion présidentiel qu'Emmanuel Macron s'est rendu de Brazzaville à Kinshasa, alors que les deux capitales ne sont séparées que par le seul fleuve Congo. Il est surprenant que Greta Thunberg et les autres défenseurs de la planète n'aient pas relevé ce petit détail. Les Congolais, les RD congolais, attendaient le président français de pied ferme, attendant de lui un soutien sans ambiguïté face à l'agression que subit leur pays à l'Est, au Nord Kivu, de la part d'un groupe armé créé au Rwanda et équipé et armé par les autorités de ce pays. La déception, mêlée de colère, a été immense, car Emmanuel Macron s'est abstenu de nommer l'agresseur, allant même jusqu'à faire porter aux Congolais eux-mêmes une grande partie des responsabilités dans la tragédie qui se déroule dans le plus grand pays francophone au monde depuis 1996. Certes, lors d'une conférence de presse conjointe, Emmanuel Macron a déploré la violence à l'Est, mais il s'est opposé à l'idée de sanctions contre le Rwanda. Les Congolais ont trouvé que le président français avait fait preuve d'arrogance en osant leur donner des leçons et en n'hésitant pas à interrompre grossièrement le président Tshisekedi alors qu'il était en train de s'exprimer. Cela eut d'ailleurs le don d'énerver le chef de l'État congolais, qui a alors rappelé certaines vérités concernant l'attitude passée de la France vis-à-vis de la République démocratique du Congo, allant jusqu'à citer les propos paternalistes qu'avait tenus Jean-Yves Le Drian à l'égard de l'élection présidentielle congolaise, alors même qu'il était le ministre des Affaires étrangères d'Emmanuel Macron. Le président français est allé jusqu'à encourager les autorités congolaises à traduire les criminels de guerre devant ce qu'il a appelé une justice transitionnelle. Comment cela serait-il possible alors même que l'on se refuse à nommer le premier responsable de ces crimes de guerre et crimes contre l'humanité qui ont fait 10 millions de victimes, voire plus, depuis 1996 ? Comment cela serait-il possible alors que la France, détentrice d'un siège permanent au Conseil de sécurité de l'ONU, n'a pas permis la publication du Mapping Report rédigé par les enquêteurs des Nations Unies et qui donne tous les détails des crimes commis en République démocratique du Congo depuis 27 années. Une telle publication aurait pourtant permis d'enclencher le processus menant à la constitution d'un tribunal pénal international pour juger les instigateurs et les auteurs des crimes commis en République démocratique du Congo. Emmanuel Macron n'a pas voulu embarrasser publiquement celui dont il n'a eu de cesse de se rapprocher depuis sa première élection à la présidence de la République française. En aucun cas, il ne voulait blâmer le dictateur rwandais, Paul Kagame, alors que c'est bien cet homme qui a mis à sac le Congo-Zaïre depuis 1996, en envahissant son territoire, en y massacrant les réfugiés hutus rwandais et la population congolaise, en y pillant les abondantes ressources dont regorge le sous-sol, en y faisant et en y défaisant les présidents, et en continuant jusqu'à nos jours à initier des rébellions armées qui sèment la terreur et la désolation au Kivu, frontalier du Rwanda. N'a-t-il pas fait en sorte, Emmanuel Macron, que ce soit une proche de ce dictateur impitoyable qui devienne secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie, alors même que le régime de Paul Kagame avait éradiqué l'enseignement du français au Rwanda. La présence de Louise Mushikiwabo à la tête de la francophonie n'a été ni oubliée, ni pardonnée par les citoyens du plus grand pays francophone au monde, la République démocratique du Congo. Comment peut-on oublier que c'est l'armée rwandaise qui a été envoyée au nord du Mozambique afin d'y combattre une rébellion islamiste pour y rétablir la sécurité, ce qui a permis à Total d'y reprendre l'exploitation d'un important gisement gazier.
À l'heure où l'on tente de se passer de gaz russe, le gaz mozambicain prenait toute son importance et la présence militaire rwandaise était donc d'une importance capitale pour protéger les intérêts français. Non, décidément, à Kinshasa, le président français ne pouvait pas se permettre d'offenser Paul Kagame. Mais en ménageant l'homme fort de Kigali, Emmanuel Macron a réussi à se mettre à dos l'immense majorité des Congolais. Il n'a visiblement pas compris que l'on ne pouvait pas être en même temps l'ami de la République démocratique du Congo et celui de Paul Kagame. Le dommage causé par ces paroles risque d'avoir un impact négatif durable sur les relations avec ce grand pays francophone qu'est la République démocratique du Congo. On l'aura compris, le bilan de cette visite présidentielle en Afrique équatoriale est désastreux. Déjà, le seul fait de prétendre visiter 4 pays en 3 jours et demi n'a pas manqué de froisser ses hôtes. Mais surtout, cette visite a confirmé les doutes qu'avaient de nombreux Africains au sujet des véritables intentions de la France en Afrique, et elle ne les a certainement pas convaincus que la page de la France-Afrique était tournée, comme l'avait imprudemment annoncé Emmanuel Macron avant d'entamer son périple africain. Et durant sa dernière étape à Kinshasa, le président français n'est pas parvenu à dissiper les soupçons qui pèsent sur lui du fait de son apparente collusion d'intérêts avec celui qui a amené les plus grands malheurs en République démocratique du Congo, malheurs qui sont hélas loin d'être terminés. Et ce ne sont pas les images d'un Emmanuel Macron décontracté et en bras de chemise, attablé à la terrasse d'une rue du Kinshasa by Night et buvant de la bière au goulot au son de la musique congolaise qui vont rehausser le prestige de la France aux yeux des Congolais et d'une manière générale des Africains. Ces images, aucune chaîne de télévision française ne les a diffusées, mais elles continuent à tourner en boucle sur Internet, suscitant les commentaires que l'on imagine. Les Français auraient tort de s'indigner des manigances de la Russie ou de la Chine en Afrique, lesquelles manigances nuiraient aux intérêts français et expliqueraient le rejet dont la France se dit victime au Mali ou ailleurs. Les dirigeants français eux-mêmes n'ont pas besoin de la Russie ou de la Chine pour décrédibiliser la France en Afrique, car ils le font très bien eux-mêmes. Ayant vécu 24 années sur ce continent, y ayant encore de nombreux amis, je vis très difficilement cette situation, car je sais que l'Afrique n'a rien à gagner à devenir le terrain de jeu des criminels de Wagner ou des entreprises prédatrices venues de Chine populaire. C'est sur ces paroles, chers amis auditeurs, que je vous dis à la semaine prochaine.